Bonjour à tous. Tout le monde va bien? Ravi de vous accueillir avec Régis Petit, qui est DGS de Senneur, ici pour cette plénière de clôture. C'est une tradition chez nous, elle va être très rythmée comme d'habitude, puisque nous attendons la Première ministre pour 12h30. Alors je vais vous donner quelques indices. Je suis chargée, avant de commencer cette plénière, qui discutera transition, objectifs partagés, et qui remettra peut-être en lumière tous les travaux qui ont été faits pendant ces 3 jours. Je tenais à vous dire quelque chose au préalable. J'ai trouvé ce congrès assez fabuleux, de travail, d'assiduité dans les ateliers. Vous étiez complet, mais aussi très festif. Sur les 2 soirées, je crois qu'on peut remercier largement la Comète et le Comète et Floriane et son équipe, parce que je crois qu'elles nous ont vraiment préparé un congrès. Très studieux, mais très convivial aussi. Et je crois qu'on en avait tous besoin. Sébastien le redira à la Première ministre, on en avait tous besoin. Donc moi, je suis chargée avec quelques indices que vous avez déjà sur scène. Je suis normande, il est normand, la Première ministre est normande. Oh, je ne vais pas vous parler de Jeanne d'Arc, parce que finalement, en Normandie, elle a plutôt mal fini. Elle a mal fini. Mais on voulait vous dévoiler ce matin la prochaine destination de la 34e Convention d'Intercommunalité de France. Donc vous aurez deviné qu'elle est en Normandie. Je salue Philippe Augier, qui est quelque part dans la salle, qui l'a accueilli 2 fois, et je l'en remercie. Mais cette fois-ci, vous allez sur une destination complètement inédite. Et pour vous l'annoncer, j'ai demandé à Florence Saint-Martin, qui est vice-présidente de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, qui nous accueillera l'année prochaine. Cher Florent, je suis ravie de jouer à la maison. À part qu'on ne pourra pas faire la fête parce qu'on rentrera chez nous le soir, mais en tout cas, un petit mot d'accueil et le plaisir que tu as de nous recevoir, je le crois, tu nous l'as dit tout à l'heure. Merci beaucoup Virginie. Bonjour à tous, je suis Florent Saint-Martin, je suis élu du Havre. Je me dois de vous passer un double message d'Édouard Philippe, maire du Havre. D'abord, il vous transmet toute son amitié et surtout, il vous retransmet, Monsieur le Président, tous les remerciements et nous sommes très fiers de vous accueillir. Je disais tout à l'heure aux élus orléanais que la marche était un peu haute quand même, parce que vous avez fait fort. Donc on va essayer de faire mieux. Je ne suis pas sûr qu'on y arrive, mais en tout cas, on va essayer de faire aussi bien et que ça soit dans la joie, la bonne humeur, comme Virginie l'a annoncé. On a hâte de vous recevoir. Merci à tous. Merci beaucoup Florent. Donc on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet de cette dernière plénière avec Régis. Je vous ai dit qu'il était DGS de Senneur ici, Bernard Leroy est dans la salle, son président, mais il est aussi président de la DGCF avec lequel, il va la présenter, nous avons élaboré un travail collaboratif pour se dire et maintenant qu'est-ce qu'on fait avec tous les outils qu'on a et se mettre, tel que l'a montré finalement le sondage de l'IFOP ou des sondages qui sont faits par d'autres partenaires comme France, Ville et Territoires Durables sur l'acceptabilité des citoyens, les perspectives qu'on a à mettre en route pour ce faire. Je vais laisser la parole à Régis vous présenter le petit film que vous allez avoir d'ici 5 minutes. Merci Virginie. Bonjour à toutes et tous. Donc la DGCF, je ne sais pas si tout le monde connaît cette association. Par contre, je sais une chose, c'est que vous connaissez très bien les adhérents de cette association, puisque ce sont vos principaux collaborateurs, vos DGS, vos DGA, et donc qui sont regroupés au sein d'une association qui a maintenant plus de 20 ans. Donc comme toute association professionnelle, bien sûr, c'est un réseau, on se retrouve entre pairs, mais ça, c'est pas très original. En revanche, l'originalité quand même, c'est que la DGCF a toujours été, c'est dans son ADN, un think tank territorial au service de l'intercommunalité. On travaille main dans la main avec Interco de France depuis toujours. Et donc c'est clairement, encore une fois, l'ADN de l'asso que de réfléchir à ces questions d'intercommunalité. On interroge régulièrement nos adhérents, qui sont nombreux, plus de 850 aujourd'hui. Donc sur 1250 intercos, on est un peu représentatif, je le crois. Et donc on interroge régulièrement nos adhérents. Et en 2020, la question des transitions écologiques apparaissait clairement comme la priorité, la première des préoccupations des DG. Et donc, partant de ce principe, on a souhaité, bien sûr, réfléchir à ces questions, mais ne pas forcément écrire un rapport supplémentaire qui risquait de finir pour caler une armoire quelconque. Donc, on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution originale pour aborder cette question.
Une solution originale et une solution surtout percutante, parce qu'on concevait bien, on comprenait bien qu'il était important de pouvoir marquer les esprits. Donc on s'est associé les compétences de chercheurs, géographes, politologues, économistes, sociologues, un vidéaste, bien sûr, parce qu'on a décidé de faire un film. Et donc on est allé à la rencontre de 3 territoires, une communauté de communes rurale, Bugey Sud, une agglo un peu industrielle en Normandie, Senneur, agglo, et puis une métropole que vous connaissez un peu puisque c'est la métropole d'Orléans qui a été retenue pour ce travail. Et à chaque fois, on est allé à la rencontre et des élus, du président, du DGS, mais pas seulement, parfois des vice-présidents, parfois des équipes. Et on a interrogé finalement ces territoires sur la question des transitions et comment ils voyaient les choses, comment ils pouvaient aborder cette question difficile. Donc vous allez maintenant visionner un petit film de 15 minutes. Voilà. Merci à tous. Je remercie les partenaires, Banque des Territoires, EVK et Interco de France, bien sûr. Merci. Merci pour l'auteur du film, Raphaël Lassablière, le vidéaste et toute l'équipe qui l'a conçu. J'accueille les présidents et directeurs généraux des services de la vallée de l'Hérault. Ici, on va les présenter nominativement, c'est fait, du Pays Basque et bien sûr les collègues qui ont lancé la plénière. Madame la vice-présidente et monsieur le président de la DGCF. Je vais venir m'asseoir, mais on va aller très vite parce qu'on sait qu'on est dans ce final. Lundi, vous retournez au front de ce que nous venons de mettre en scène avec ce film. Lundi, c'est reparti, et j'espère que c'est reparti pour vous tous avec l'énergie que la Convention donne chaque année à votre association et à vos métiers. Messieurs, dames, qu'est-ce que vous avez envie de mettre sur la table? Quelle est la proposition avec laquelle vous allez arriver lundi devant vos collègues qui n'ont pas nécessairement assisté à la convention? Qu'est-ce que vous allez leur dire comme étant le sujet sur lequel vous voulez maintenant vous engager, qu'il s'agisse des élus ou des DGS, qu'il s'agisse de la sphère politique ou de la sphère technique? Quelle est la décision que vous souhaitez activer pour faire franchir une étape significative, aussi décisive que possible, sur le chemin que nous devons voir l'horizon? Qui veut commencer peut-être? Madame la vice-présidente, je vous en prie. Allez, j'ouvre le bal. D'abord, ce film est vraiment magnifique et même très émouvant à la fin, comme on a pu le voir sur les dernières images. Moi, ce que ça m'inspire, immédiatement comme ça, lundi sur la table, c'est la réorganisation de la gouvernance. C'est un sujet qui a été abordé pendant le film. Je crois que le silotage de nos politiques publiques et le côté technique ne nous permettra pas de prendre le virage tel qu'on doit le prendre, et ce que Martin, tu évoquais dans le film. Je pense qu'il est extrêmement important qu'on revoie la façon dont on désigne nos vice-présidents et les fonctions qui sont à mettre. Je suis très sensible à un vice-président à la prospective, à l'évaluation des politiques publiques, parce qu'on a une obligation de résultat, et d'avoir quand même cette base technique, mais peut-être que les DGS répondront là-dessus, une base technique qui est forte pour nous accompagner. Je crois que l'essentiel, c'est ça. Et puis, à la fin de semaine, samedi, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est le dialogue citoyen, c'est une convention citoyenne, c'est comment on emmène tout le monde, et c'est ce que nous ont dit les différents sondages. Merci beaucoup, Jean-René Tchegaray, Pays Basque. Qu'est-ce que, donc, dès demain, je mettrai sur la table, lorsque je vais retrouver mes collègues des 158 communes du Pays Basque, qui regroupent 320 000 habitants. D'abord, je vais leur dire que j'ai appris par un certain Martin Vallier que la transition était l'affaire des intercos, et que les intercos devaient se saisir de la transition, sans quoi elle ne se ferait pas. Je suis convaincu de ça, mais je le répéterai. En même temps que j'ai bien conscience, par les magnifiques travaux qu'on a vécus depuis l'ouverture de ces journées, que on va assister à une véritable révolution culturelle dans nos territoires. Alors c'est déjà commencé, mais il faut peut-être dire à nos collègues que rien ne sera plus comme avant. Alors évidemment, chez nous comme partout, j'ai écouté tout à l'heure les débats sur Lausanne,
on a beaucoup de mal à comprendre ce qui s'est passé dans cette loi climat résilience, et dans la mise en œuvre de cette loi, beaucoup sont venus dire ici qu'elle était nécessaire, je le pense, mais beaucoup sont venus dire aussi leur incompréhension sur les modalités de mise en œuvre d'un principe généreux. Et donc je vais proposer, pour répondre à votre question, Monsieur Vanier, c'est que on mette en place un colloque, en réalité on a déjà réfléchi, un colloque sur le ZAN. Il faut peut-être nous décomplexer par rapport à ce sujet, sans quoi on va tomber dans ce travers habituel, assez français, de dire encore une mauvaise loi, nous n'en voulons pas, etc. Alors bien sûr, le Pays Basque, comme beaucoup d'autres régions de France, est très attaché à sa terre. Et que lorsqu'on parle de ZAN, chez nous, on se lève tout de suite et on se dit mais comment on va pouvoir faire? En mettant en évidence un certain nombre d'inégalités réelles entre les parties du territoire. Pour le Pays Basque, c'est le littoral qui a déjà et s'est urbanisé, et l'intérieur de nos terres où cette urbanisation ne s'est pas faite et qui ne pourrait pas, au regard d'un calcul foncier un peu mécanique, voire un peu simpliste, sur lequel peut-être il y aura lieu de revenir, mais faire en sorte effectivement expliquer que tout le monde devra s'y mettre, mais dans un principe aussi de solidarité, et qui fera qu'on puisse aborder ce sujet avec une certaine sérénité, et non pas avec une éco-anxiété, car ce qui gêne le débat politique aujourd'hui, sur ces sujets aussi complexes et techniques, c'est effectivement cette éco-anxiété. Donc on va créer au Pays Basque un colloque sur le ZAN, et où tous les élus et bien sûr les spécialistes de tous bords viendront nous parler de ce sujet. Merci Président. Rémi Bochard, même territoire. Oui, merci. Alors, la mesure pour lundi matin, sous l'impulsion du président Etchegaray, on a déjà travaillé cette question des silos. On s'est inspiré de la Première ministre et du SGPE d'Antoine Pellion. Donc on a créé un secrétariat général qui vient chapeauter l'ensemble des DGA. Et c'est une petite révolution. Il a fallu que les DGA l'acceptent. Et on a désormais, on appelle ça la ruche, mais en tout cas un pôle d'experts. Généreusement, le président a accepté qu'on passe de 15 à 28 ETP en un an, qui sont, comme le SGPE d'Antoine Pellion, qui sont des experts qui sont en capacité d'apporter ce que n'ont pas les différentes directions, mobilité, eau, déchets, agriculture, etc., en amenant vraiment une expertise particulière sur les questions d'énergie, de sobriété, d'adaptation, de biodiversité, etc. Parce qu'on s'est rendu compte que dans toutes nos directions, effectivement, l'expert des mobilités, de l'agriculture, de l'économie, etc., tout le monde était très bon, mais il manquait de temps de cerveau disponible pour attaquer ces différents sujets qui sont les sujets d'aujourd'hui et de demain. Il me disait, mais j'aimerais bien faire plus pour la transition écologique, mais j'ai pas le temps, je suis déjà sur mes rails. Et donc avec la création de ce secrétaire général, il trouve de la ressource pour venir gagner en expertise sur toutes les nouvelles innovations, mais les nouveaux sujets liés à la transition écologique. Ce que je retiens, moi, des 3 jours passés ici, c'est aussi que, alors qu'il faut accélérer, il faut relever la tête, et il faut respirer. Et donc, probablement que lundi, une des mesures, ce sera d'obliger tout le monde à respirer. Et donc, tous mes directeurs, les cadres, probablement, mettent dans l'agenda 1 heure obligatoire de respiration pour réfléchir. On a besoin de réfléchir alors qu'on leur demande, et les élus nous demandent d'accélérer. Je crois qu'il va falloir qu'on prenne aussi le temps de réfléchir. Merci beaucoup. Joseph Brousset, pour alors un tout autre territoire, une communauté de communes, Vallée de l'Hérault. Alors, mon président dit souvent, il faut reposer le contexte. 158 communes, la moitié du département, et nous, 8% du département à peu près, et 28 communes. Alors, c'est une communauté à taille très humaine, de 43 000 habitants, mais malgré tout, 2 petites remarques. La première, c'est que nous faisons depuis 10 ans de l'évaluation de politique publique. Nous avons un élu chargé de l'évaluation et nous avons une équipe de prospective et d'évaluation, 3 personnes de cadre A en cadre B dans l'équipe. Première remarque. Deuxième remarque, c'est que, évidemment, à notre échelle,
on ne peut pas avoir un secrétariat général, malheureusement, comme l'a fait mon collègue Rémi et son président. Mais avec mon président, on s'est posé depuis très longtemps la question de comment on attaque cette question-là, puisque notre premier projet de territoire, 2007 déjà, c'était un projet sur lequel on travaillait déjà l'idée de la vallée 3D, la vallée de l'Hérault, la vallée 3D, c'est-à-dire le D de digital, le D de durable et le D de démocratique. Et sur cette base, en 2020, mon président m'a dit il faut qu'on aille encore un petit peu plus loin. Et on a intégré dans notre projet de territoire, le 3e projet de territoire, l'idée que on devait répondre un peu à tous ces gros axiomes qui nous portent vers la question de la transition écologique. Alors on a travaillé évidemment sur les énergies, on a travaillé sur un certain nombre de choses, et en lien à ça, mais je laisserai mon président développer plutôt cette question, en lien avec ça, on a créé un projet d'administration que l'on porte depuis maintenant à peu près 5 ans. Et dans le cadre du projet d'administration, j'ai proposé au président de mettre en place un chargé de la question de la gestion durable du territoire. Et cette chargée de la gestion durable du territoire travaille à la fois sur les questions de l'action des projets qui sont en lien avec la communauté de communes, mais elle travaille aussi à l'interne, et à l'interne sur le projet d'administration, qui est un peu l'écho du projet de territoire, qui met en tout cas en musique la façon de comment nous, les fonctionnaires territoriaux, on doit accompagner le travail que portent nos élus pour nos habitants. Eh bien, on a décidé sur cette question-là de travailler et de donner aux agents toute l'impulsion tout de suite sur ces questions-là, sur la mobilité, parce que on en a fait, nos élus en ont fait un point fort de notre dernier projet de territoire, sur la question de l'agriculture durable, parce que nous avons aussi un plan d'alimentaire territorial et sur lequel nous travaillons. Et du coup, moi, sur ces questions-là, c'est là-dessus que j'irai. C'est-à-dire qu'en arrivant, je vais réinsister sur le fait, qu'il faut qu'on mette encore plus l'accent. Et je crois que la question des mobilités, sur lesquelles on fait plein de choses, je ne rentrerai pas dans le détail, mais où on va encore accompagner sur les mobilités douces, je demanderai à mes agents encore d'aller plus loin. On le fait, on a plusieurs challenges qui s'organisent avec les agents. Et la deuxième chose, je l'ai dit à mon président, je pense que notre projet de territoire, il y a une entrée cardinale qui est la question de la transition écologique et qu'on va s'en saisir encore plus que pour le dernier projet de territoire. Merci Joseph. Jean-François Soto, la proposition de lundi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Le directeur général des services vient de planter un petit peu le décor. Mais je voudrais aller plus loin dans le sens où on est un territoire, 2e couronne de la métropole montpelliéraine. Le département de l'Hérault, c'est 1000 nouveaux habitants par mois depuis 10 ans. Et la vallée de l'Hérault, c'est 1000 nouveaux habitants tous les ans, depuis 10 ans et pour les 10 prochaines années. Donc vous comprenez bien que toutes les actions, et heureusement que nous avons cette gouvernance à 4 yeux. Je viens d'un mouvement, le mouvement mutualiste, où le binôme président-directeur était souvent mis à l'honneur et il y avait ce regard à 4 yeux. Et c'est vrai qu'on est dans un moment politique au niveau de la vallée de l'Hérault où les 28 maires, et certains sont ici avec nous, y compris avec les DGA, on est dans un mouvement politique à un moment qui nous permet de pouvoir avancer. Alors, oui sur le PPI, oui sur le pacte fiscal, oui sur un certain nombre d'engagements qui sont très forts. Je ne vais pas revenir sur ce que l'on fait sur l'habitat, puisqu'on en est déjà au 3e PLH, les énergies renouvelables, puisqu'on développe autour d'un barrage hydraulique plus pas mal de productions qui nous permettent pratiquement d'être en autonomie la moitié de l'année sur des niveaux de communes de 7 à 8 000 habitants, le plan alimentaire et les mobilités aussi, etc. Mais je dirais qu'on a mis en place un fonds de concours, plusieurs fonds de concours qui étaient pour les communes de plus de 1000 habitants et celles qui sont à moins de 1000 habitants. Et donc la proposition de lundi, fort
de ces 3 jours de débat sur le ZAN, la ZFE, etc., je crois que je proposerai à la conférence des maires qu'on puisse mettre un nouveau plan de concours qui nous permettra d'avancer et de soutenir la transition écologique, parce que je crois que toutes les communes, en respectant ce qu'elles font aujourd'hui dans leur projet municipal, en respectant la force de cette politique municipale et intercommunale, si on veut la porter au niveau d'un étendard intercommunal, je crois que c'est aussi les inciter et être force de proposition. Donc ça sera un fonds de concours sur la transition. Merci beaucoup, Régis Petit. Tu retournes dans ta Comcom. Tu n'es pas que président de la DGCF, tu as aussi Seine-Heure. Je confirme. En fait, je crois que ce qui est important, ce que montre le film, c'est que la question des transitions, tout le monde l'a bien en tête. Je crois aujourd'hui, je crois qu'il n'y a plus trop de débat sur le sujet. On se pose tous la question de comment on va s'y prendre. Moi, je crois que ce qui est important, c'est de créer des espaces de dialogue entre les équipes, nos équipes dans les services, entre les élus. Il y a eu un séminaire de mi-mandat à l'Agglo Seine-Heure à laquelle j'œuvre tous les jours. Et finalement, ça débouche sur la mise en place de groupes de travail, réflexion, mais qui sont vraiment beaucoup plus larges que l'approche en silo habituelle et qui réunissent d'ailleurs plusieurs élus sur des thématiques sur lesquelles on ne les attend pas forcément d'ailleurs. Et de la même façon, avec les services, c'est la même chose, c'est créer un espace de dialogue et ne pas hésiter à se réinterroger sur ce qui n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que nous, on essaie de mettre en place, on a une mission stratégique territoriale et transition, on n'a pas 28 personnes, mais on en a 3. Voilà, on essaie de, malgré tout, avoir des approches transversales, mais on n'hésite pas non plus à venir s'interroger sur ce qu'on a fait et finalement, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas atteint la cible. Donc l'évaluation, une grille d'analyse multicritère sur toutes les opérations, c'est ce sur quoi on va travailler dès lundi et sur lequel on travaille déjà un peu. Merci pour ces premières prononciations. La surprise de l'animateur, c'est qu'il va s'autoriser à répondre à la question qu'il a posée, bien qu'il ne dirige aucune communauté ni collectivité. Si j'étais élu et si je devais retourner au Turbin ou DGS lundi matin, je lancerais la proposition d'une coalition de transition qui s'adresserait à mes voisins, communautés autour, villes, campagnes, etc., au motif que la transition, j'en suis persuadé, j'en serais persuadé si j'étais à la manœuvre, je ne serais pas en mesure de la réaliser tout seul chez moi, et qu'il serait indispensable donc de créer cette coalition de transition, et donc je déclencherai cet appel à ce que se constitue autour de moi. Alors le Pays Basque déjà est déjà une coalition, donc je fais une petite... Parce qu'à 158, faut pas non plus exagérer. Mais enfin bon, il y a peut-être matière à élargir, et donc je lancerai cette idée d'une coalition de transition. Voilà, la deuxième question. Alors, et puis on va refaire un trait... Alors peut-être si vous êtes bien d'accord, encore plus court parce qu'il est quart. La deuxième question est très simple. Vous savez, quand on fait de l'escalade, je suis sûr que je m'adresse à des spécialistes, à un moment donné dans une voie d'escalade, il y a un passage plus difficile que les autres. Ça s'appelle le crux, et si on passe ce passage, la voie est libérée. Ça s'appelle libérer la voie. Quel est le passage que vous souhaitez libérer pour réouvrir la voie de la transition? Quel est le verrou, le sujet, la difficulté, la condition au-delà de laquelle il faut aller pour qu'on puisse progresser plus rapidement? Qui veut commencer? On refait le même... Allez, merci beaucoup. Je vais être brève. Clairement, et je enfonce peut-être une porte ouverte, mais pour moi, c'est une vraie décentralisation affirmée, avec confiance, une confiance lucide, parce qu'on doit produire des actions et des résultats, parce qu'on est attendu au tournant, parce qu'on n'a pas le choix. Vous l'avez vu dans le film, il y avait plein de citoyens dans le film. Il n'y avait pas que des élus, on n'a pas mis les noms, justement, mais c'était les sociologues, les politologues. On fait de la sociologie et dans ce cadre-là, je pense qu'une vraie décentralisation, nous donner les moyens de nous faire confiance et qu'on prenne nos responsabilités, malgré des situations paradoxales, on rend des comptes et je pense que c'est le dernier frein à lever. On y est presque. On y est presque. D'après le contour des compétences qu'on a aujourd'hui, on a tous les outils, on a toute la technique, on a des maires et des présidents d'intercommunalités qui ont envie de travailler ensemble et qui positivent l'action de la transition. C'est ce qu'on a vu pendant ces 3 jours. Il nous faut un dernier cran. Alors, Madame la Première ministre n'est pas encore là, mais je pense que Sébastien lui redira tout à l'heure. Mais je suis sur le même registre. Nous sommes un pays quand même assez bloqué. Sur le plan de la décentralisation, on n'a rien vu
depuis un certain nombre d'années, voire de dizaines d'années. La véritable décentralisation, elle porte le nom de Defferre, et je ne crois pas que depuis lors, on ait fait de véritables avancées en matière de décentralisation. Il est temps, sur un sujet aussi central que celui de la transition écologique et énergétique, que, comme cela vient d'être dit il y a un instant, que l'on acte d'un nouveau palier de décentralisation. Il faut que l'État fasse confiance au territoire. Ces journées ont montré la capacité que les intercommunalités avaient de s'organiser. Il faut en tirer les conséquences. Il faut qu'en haut lieu, on sache que lorsqu'on donne du pouvoir au territoire, il sait l'exercer. Alors, que l'on fasse une autorité organisatrice de la transition, tout comme nous avons déjà nous sommes déjà autorité organisatrice de la mobilité, tout comme nous sommes sur le point d'obtenir du ministre du Logement la possibilité de créer des autorités organisatrices de l'habitat, faisons confiance au territoire, parce qu'il faut nous dégager le chemin, pour reprendre la métaphore de Martin Vanier. Si on veut monter plus haut, il va falloir que nous ayons les coups des franches. Alors, une nouvelle phase de décentralisation dans ce pays, le président de la République l'a annoncé, mais on est pressé. Merci, Monsieur le Président. Sur un autre registre, peut-être, la vision d'un DGS sur la libération de la voie. Alors, moi, j'ai vraiment un souci depuis un an et j'arrive pas à le travailler. J'en ai parlé avec les équipes d'Antoine Peillon parce que je trouve le travail de planification qu'ils ont réalisé vraiment hyper intéressant. Et quand on arrive à parler non plus de mégatonnes, mais d'efforts à faire secteur par secteur et de capacité de chaque secteur à aller chercher des points de diminution de CO2, je trouve ça très enthousiasmant et ça peut nous mettre en mouvement. Et on le voit ces jours-ci, Antoine Peillon, il est régulièrement en train de publier des chiffres pour montrer qu'on est sur la bonne voie. À l'échelle des EPCI, on n'a pas les données. Moi, aujourd'hui, je travaille encore avec les données de 2020. Donc, si on demande à un territoire, à tous les acteurs privés, publics, les lycéens, les collégiens, de s'engager dans la transition, il faut qu'on puisse leur dire, regardez ce que vous avez fait l'année dernière, ça fonctionne. On est dans notre trajectoire de baisse. Et aujourd'hui, on n'a pas ces données. Donc moi, on m'a soufflé juste avant que je monte sur scène que Val-de-Garonne avait réussi, donc il me tarde de les croiser pour savoir comment. Mais on manque de données fraîches, en capacité vraiment d'embarquer tout le territoire dans une dynamique positive, en se disant ce qu'on a fait l'année dernière, ça fonctionne. Regardez, on est en train, et on lutte contre l'éco-anxiété, je pense par ce biais-là. Donc voilà, moi ça c'est la mesure qui me semble celle qui va nous permettre de passer à une étape supérieure. Et mobiliser, oui. Merci Joseph Roncet. Alors Martin, moi sans reprendre la métaphore, mais je suis d'accord avec toi sur la question du parcours. Et puis, j'allais dire, à mon modeste niveau, mais malgré tout, je dois le prendre véritablement et sérieusement. La question de s'inscrire dans un parcours, d'amener mes équipes à s'inscrire aussi dans cette volonté d'ouvrir les yeux et de se rendre compte combien aujourd'hui, dès aujourd'hui, le monde est en train de changer et comment ces conditions, bon, sans revenir à toutes les peines et les crises que l'on voit en ce moment et les guerres que l'on vit, mais globalement, on voit bien la question de la ressource chez nous a été une question fondamentale, la ressource en eau, etc. Donc, moi, cette idée de se dire que, voilà, je dois construire cette trajectoire, je dois pousser mes agents dans ce sens-là, c'est évidemment aussi le point sur lequel je vais travailler à l'avenir. Merci Joseph. Jean-François Soto. Oui, mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Évidemment, quand on construit un projet de territoire, on le produit, on le construit avec aussi la vision avec les voisins. Donc la métropole montpelliéraine, par exemple, avec nous, on est en première ligne et donc on a mis en place un contrat de réciprocité sur un certain nombre de thématiques, dont les mobilités qui ont une relation avec la ZFE et évidemment pour le ZAN. Et puis après, on a abouti à l'échelle du pays Cœur d'Hérault à la concrétisation du SCOT du pays Cœur d'Hérault. Donc tout ça, ça permet quand même d'arriver et d'avancer dans cet esprit. Mais
moi j'irais aussi dans le sens des collègues, c'est-à-dire qu'on le voit bien, on a le SCOT, on a le SRADET, on a le ZAN, on a les PLU, les PLUI qui arrivent, on a... Bon bref, je pense que tout ce côté un peu décentralisateur, avec une confiance dans les territoires, on voit bien, en tous les cas en ce qui nous concerne, qu'on travaille bien avec les services de l'État, le département, la région, parce que, bon, pour un tas de contextes, on arrive un petit peu à faire des productions qui nous permettent, sur les mobilités, avec des pôles d'échange multimodaux, avec des passerelles, avec des éléments aussi concernant les énergies renouvelables et autres. Donc, on a vraiment besoin de tous ces apports-là, mais bien évidemment, moi je pense que je suis totalement, et je souscris avec un grand oui, sur la décentralisation, parce qu'on pourrait aussi y apporter un certain nombre d'autres thématiques, donc la décentralisation, oui, avec un enjeu direct et une responsabilisation des territoires, des élus, des citoyens, parce que dans le projet de territoire, on a le volet démocratie, et on doit embarquer à la fois cette partie-là avec les comités de développement, avec la sociologie, le monde de l'agriculture qui aussi refuse, et ils ont raison, d'être toujours pointés du doigt sur certaines actions qu'ils mènent, et aussi la vision citoyenne, la jeunesse, la culture, bref, embarquer dans un véritable élan. Donc oui pour la décentralisation. Et Régis Petit. Alors, moi, je suis convaincu, mais ça ne vous étonnera pas, que l'échelon intercommunal est le meilleur échelon pour réussir cela, parce que c'est, pour paraphraser Anne Terlès, vice-présidente à l'Agglo, qui intervient dans le film, c'est à hauteur d'homme. L'Agglo fait des politiques, les EPCI font des politiques que les gens comprennent parce qu'ils les vivent au quotidien. Donc moi, ça me paraît extrêmement important. Donc, il faut que les intercommunalités puissent s'engager dans ce processus de transition. Il faut une trajectoire, c'est-à-dire qu'il faut tracer un chemin, parce que c'est extrêmement difficile d'expliquer aux équipes, les élus, c'est pareil, c'est compliqué de se dire, ouais, alors nous, dans cet immense problème qu'est la transition écologique, notre territoire, qu'est-ce qu'on pèse dans cette affaire, alors, comment on peut vraiment agir, est-ce que vraiment ça va être efficace, ce que l'on va réaliser, parce qu'après tout, ça nous paraît, c'est à l'échelle planétaire qu'on doit raisonner, donc c'est compliqué. Donc une trajectoire, des ambitions, savoir où on doit arriver, et donc avoir des chiffres, tu as raison, parce qu'aujourd'hui c'est une des difficultés, et encore une fois, créer des espaces de dialogue pour éviter que finalement on oppose les catégories, les agriculteurs contre les industriels, contre le citoyen, les vélos contre les véhicules à moteur. Donc il faut qu'on arrive à créer ces espaces de dialogue, et donc en tout cas, je crois que dans l'ADN de l'intercommunalité, le fait qu'on soit habitué à créer des compromis, des consensus, ça me paraît être la bonne échelle pour agir. Merci Régis, ça me permet, puisque j'ai pris le parti de dire ma réponse, qu'il me semble que l'élément libérateur d'un progrès collectif qui entraîne tout le monde, qui emmène la population, et qui emmène toute cette frange de la population qui regarde nos débats et nos débats avec beaucoup d'interrogations, c'est notre capacité à faire en sorte que sur tous ces sujets, ça ne soit pas par la bataille rangée, par l'affrontement, par l'immédiat conflit et par le rapport de force que les choses soient installées, qu'on fasse ce qui est en train de se passer sur la question de l'eau, donc de l'irrigation, donc de la tension sur la ressource, qu'on fasse ce qui va probablement se passer sur les ZFE, et sur la mobilité et l'accès aux métropoles, et on pourrait continuer comme ça sur énormément de sujets, ce qui fait qu'un certain nombre de professions effectivement se trouvent pris d'une façon assez brutale dans le débat social. Et sans doute qu'une condition pour libérer la voie, c'est qu'on arrive à instaurer des endroits reconnus et admis par tout le monde comme étant ceux où il faut immédiatement débarquer quand le problème arrive, avant qu'il tourne à la bataille rangée et au conflit. Ce qui, Madame la Vice-Présidente, renvoie, je crois, à un thème que vous estimez important pour la suite, parce que la question, on n'a pas beaucoup débattu du film, mais on voulait pas le paraphraser, on voulait se remobiliser au niveau des intercos, quelle est notre responsabilité, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et je sais que vous avez une proposition à faire sur ce que sont le sujet d'après, quelque part. Hein. L'an prochain, on ne va pas se retrouver sur les transitions. Donc le sujet d'après, c'est quoi maintenant, une fois dit tout ce que nous nous sommes dit tous les 6? Moi,
Ces 3 jours-là, j'ai eu la grande frustration de ne pas faire comme beaucoup les ateliers, les réunions, on partage. On disait tout à l'heure, on apprend, on se nourrit. Et en rentrant, on est regonflé à bloc. Par contre, j'ai fait plein de rendez-vous individuels en lien avec le film, en lien avec tout ça. Et c'est ce qu'on se disait ce matin en préparant cette plénière, c'est de se dire que on doit emmener absolument tout le monde. Notre responsabilité, c'est de passer du technique au sociologique, si je peux le dire aussi clairement. Le macro, les normes, tout ça nous apprennent à mener nos politiques publiques en matière de transition de manière exemplaire. Je pense vraiment que l'interco et l'échelon, vous l'avez dit dans le film, vous l'avez dit partout. Maintenant, j'ai l'impression qu'il nous manque encore ce cran, entraîner tout le monde. On a des exemples fabuleux de conseils de développement qui fonctionnent. Mais je crois que le dialogue citoyen, j'irais même jusqu'à dire la convention citoyenne tout à l'heure, pour moi, est le cran supplémentaire. Et dans ce cadre-là, je pense qu'on doit travailler collectif. J'aime beaucoup la notion d'interterritorialité. Donc c'est là aussi que ça rejoint peut-être d'organiser sur les territoires avec les DG, donc avec la DGCF, avec une entité dont je suis présidente aussi, qui est France, Ville et Territoires Durables, qui travaille sur l'électrochoc dans les territoires, qui travaille sur des 360 degrés, c'est comment on se situe par rapport aux autres, et quel plan d'action on peut mettre avec des vrais choix. On n'est même plus sous le compromis, on est vraiment sur des choix, des renonciations définitives, et c'est ce qu'ils nous ont dit dans ce film. C'est qu'il va falloir y les renoncer et on n'a plus le temps d'attendre. Je pense qu'on devrait ouvrir, et moi j'appelle à candidature, je sais que Val-de-Garonne va me répondre, je sais que Granville-Terre-et-Mer va me répondre, de travailler sur un groupe de travail avec des sociologues, politologues, géographes, pour travailler sur une entité de dialogue citoyen ou convention ou autre, peut-être à une échelle de Comcom, peut-être à une échelle d'Aglo, peut-être plus largement avec de l'interterritorialité. Il faut que ça s'adapte au territoire. C'est ce qu'on a dit. C'est intéressant d'avoir des témoignages différents parce qu'on se rend compte qu'il n'y a aucun modèle qui peut exister. Par contre, on n'a pas le droit de ne pas passer à côté un mouvement collectif. Les citoyens l'ont dit dans le sondage de l'IFOP, mais aussi dans le sondage que France Ville et Territoires Durables a fait. Ils attendent énormément des territoires. Ils savent qu'on est la clé. Et je pense que là-dessus, on n'a pas le droit de passer à côté et de le faire sans eux. Parce que c'est un changement de culture, c'est un changement de logiciel. J'aurais beau changer mon organigramme, dire à mon VP de la voirie qui est là, oui, tu as bien compris, tu ne seras plus à la voirie lundi, tu seras peut-être à la prospective et tu regarderas aussi le niveau des piscines à côté. Quant à celui qui a l'équipement sportif, il faut qu'il s'attende à être sur peut-être les prospectives, les marges de manœuvre. Je pense que c'est important de changer de logiciel, d'avoir quelque chose qui se croise et d'emmener nos citoyens avec nous. C'est pas de la flagornerie pour eux. On n'y arrivera pas sans eux. Et on a cette responsabilité d'organiser au moins un territoire de dialogue et de manière plus efficace. Donc je propose que France Ville Durable, Interco de France et la DGCF trouvent des outils adaptés au territoire et puissent les dupliquer sur l'ensemble du territoire français pour y arriver. Ça peut être un cheminement vers la convention à Vresse de l'année prochaine. Je ne sais pas ce que les collègues en pensent, je vais leur demander de réagir, mais moi, je fais simplement penser au fait que c'était marqué en titre tout à l'heure, la transition, une question politique, et vous nous dites, oui, elle est politique, c'est sûr, tout ce qu'on a dit sur la décentralisation est fondamental, elle est aussi fondamentalement sociétale et sociale, elle concerne la société, notre capacité à entraîner la société, on ne décrète pas le changement, on n'emmène pas des gens qui s'en saisissent pas, c'est une question de transformation sociale aussi, et donc la transition est une grande question sociale, bien sûr, et sociétale. Oui, Jean-René, je voyais que... Oui, la transition ou les transitions, comme on le voit affiché à l'instant, puisque ça traverse bien des disciplines, c'est une opportunité exceptionnelle pour nos intercommunalités de s'émanciper. Nos intercommunalités ont un grand complexe. C'est celle d'être issu du suffrage universel indirect. Je ne prends pas position sur la question de savoir s'il faut que ça change. J'ai une opinion, mais je ne la donne pas. Par contre, c'est un complexe. C'est un grand complexe. Or, on est en train de dire que, quelles que soient les politiques qu'on mène, et les politiques de proximité que nous avons, elles sont menées par nos intercommunalités, les déchets, l'eau, la mobilité, le logement, enfin, tous ces sujets-là sont au cœur de la vie de nos concitoyens. Et donc, aujourd'hui, il faut s'interroger, y compris sur la reconnaissance institutionnelle de nos intercommunalités. Elles sont encore trop dans le complexe. Il faut les émanciper. Jean-François Soto, je sens que... Oui, pour l'émancipation des intercommunalités, mais je crois qu'il y a un chemin à construire qui est
avec toutes les grandes organisations qui sont autour. Je faisais référence tout à l'heure à des contrats de réciprocité et il faut les faire sans aucun complexe. Et d'ailleurs, je crois qu'on a tous à apporter des plus-values sociales, sociétales, environnementales, qui font que, énergétiques, qui font qu'aujourd'hui, on a vraiment de la valeur ajoutée à apporter au débat citoyen. Moi, je crois que, en plus, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de faire en sorte que les municipaux, les maires, les élus emportent déjà quelque chose de fort dans le local au plus près, parce qu'il ne faut pas oublier que quand il y a des crises, quand il y a des moments un peu difficiles ou des moments heureux, ben c'est quand même eux qui sont en première ligne et nous le sommes toutes et tous. Mais quelque part, je crois qu'aujourd'hui, c'est la construction des politiques budgétaires. Et les politiques budgétaires me semblent être importantes, dans le sens où, je parlais tout à l'heure, je faisais référence à la première décision que je suggérerai la semaine prochaine à mes collègues, de rajouter un fonds de concours vis-à-vis et sacraliser les transitions, toutes les transitions, ça me paraît important, mais parce qu'aujourd'hui, quand on construit un budget 2024 sur lequel nous, en ce qui nous concerne, monsieur le directeur, on va avec Joseph et toute l'équipe, on va proposer 24 millions d'euros d'investissement. Dans ces 24 millions d'euros, il y a 12 millions d'euros qui seront consacrés à des budgets qui vont supporter les transitions sur l'eau, l'assainissement, les déchets, les mobilités. Donc c'est un acte fort qui me paraît, et comme vient de le dire le président Etchegaray, je crois que ce qui est important, c'est qu'au travers d'actes forts sacralisé et pour lequel on puisse discuter d'égal à égal, y compris avec les services de l'État, eh bien, d'avoir par la preuve que les intercos sont un maillon fort, en tous les cas, du chemin républicain. Alors, je voudrais lancer un troisième sujet rapide, on a encore 30 secondes. On a dit la dimension politique et institutionnelle. Et vous avez été très net sur l'attente de décentralisation. On a dit la dimension sociale et citoyenne, et vous avez été très clair sur ce que pourrait être le rendez-vous prochain. On est en train de parler d'argent, on est en train de parler de budget, et on est en train de parler d'économie. Et au fond de la question, il n'y aura pas de transition s'il n'y a pas d'économie de la transition. Et dans l'économie de la transition, il y a une place très importante, décisive, levier à l'économie publique. Je voudrais vous relancer sur ce sujet sans autre forme d'accroche. Qu'est-ce qu'on a à se dire rapidement pour terminer sur ce que sont les perspectives de l'économie publique de transition, dont vous avez une partie des clés, pas toutes les clés bien sûr, mais enfin quand même, parce qu'il y a effectivement une très importante dépense publique en France, mais qui est une consommation publique et qui est tout à notre honneur, et nous pouvons orienter considérablement l'économie de la transition par la dépense des intercommunalités, par les investissements des intercommunalités, par notre économie mixte, par énormément d'autres sujets sur lesquels j'aimerais vous entendre réagir, peut-être, messieurs les directeurs, mais monsieur Etchegaray, si vous voulez intervenir, il n'y a aucun problème. Hein. Allez-y. Bon, Thomas Cazenave en a parlé un petit peu hier, son appétence pour arriver à sortir de nos ratios de désendettement, les investissements verts. On l'attend un peu tous. On voit bien que nos syndicats qui gèrent les mobilités sont un peu en difficulté d'absorber les volumes d'investissement nécessaires à la transition et que tout ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, Christophe Béchu l'a dit aussi, va nous coûter plus cher demain. Donc les chiffres annoncés par le rapport Pisani-Ferry montrent bien qu'aujourd'hui on n'y est pas. C'est pas le sujet. Néanmoins, moi je pense qu'il y a vraiment une question de clarification, d'intelligence territoriale, je ne sais pas comment il faut le dire, permaculture institutionnelle, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore ces effets de doublons ou de concurrence ou de rivalité dans un territoire. Vous avez créé, Monsieur le Président, une harmonie, visiblement, dans votre territoire. Ce n'est pas le cas partout. Et aujourd'hui, la question de la capacité des départements à embrasser toutes les compétences qu'ils ont un peu perdues, mais qu'ils ne veulent pas vraiment lâcher avec une chute des DMTO, c'est une question qu'à un moment il va falloir poser. Et la question de l'argent, la question de l'économie publique, évidemment, c'est aussi ça. C'est comment est-ce qu'on va répartir l'effort, qui fait quoi.
Moi, je pense que là, il y a des leviers, évidemment, ce qu'a annoncé ou ce que souhaite faire Thomas Cazenave, mais on a, à travers et les plans européens et les plans nationaux, je pense, des moyens d'aller en investissement. On l'a vu ce matin dans l'atelier sur la fiscalité en rapport aux ZAN, que finalement densifier va nous permettre aussi, densifier, rénover, va nous permettre de faire des économies en fonctionnement, donc ces dépenses d'investissement, on va les retrouver derrière. Mais qu'il y a aussi, je pense un moment, à repositionner les intercos au bon niveau. Joseph. Alors, je partage évidemment le point de vue de Rémi, mais je suis un peu encore un peu étonné, même par rapport à la volonté, à la bonne initiative du gouvernement de dire ce qu'on a entendu de M. Cazenave hier et de M. Béchu, mais sortir les investissements verts, d'accord, mais je voudrais voir, lorsque j'aurai fait ça, que me dira la Chambre régionale des comptes lorsqu'il viendra faire le contrôle quadriennal des collectivités. Alors moi, je pense que sur cette question, qui est fondamentale, il y a, et je crois que notre vice-président, notre président délégué, M. Miosek, l'a dit hier ou avant-hier, je crois qu'on a là aussi, un peu comme l'a fait le président sur l'effort européen d'accompagnement pendant la crise, il y a sans doute là un effort aussi de constitution d'un emprunt que l'État ne peut pas faire aujourd'hui, et je le conçois, mais que l'on doit faire. Et par ailleurs, une fois qu'on a fait ça, le président le disait tout à l'heure, je crois que nous, on a pris des engagements dans notre projet de territoire. On a, pour un budget de 24 millions d'euros d'investissement pour 2024, la moitié qui est consacrée à la transition écologique. Et je crois que c'est l'ensemble. Et comme le disait le président, un fonds de concours, c'est aussi de forcer les communes à venir. Et on ne peut pas, même si on a beaucoup de compétences, on ne peut pas faire seul. L'interco ne peut pas faire seul. S'il n'entraîne pas ses communes, et si les communes ne sont pas en confiance avec ce qu'on propose, on n'avancera pas non plus. Régis. C'est toujours une question compliquée, l'argent. Donc, en gros, aujourd'hui, on voit bien que les modèles sur lesquels sont construits nos intercommunalités depuis toujours, elles sont basées sur le développement. C'est le carburant qu'alimente Et donc, on voit bien que dans le film, d'ailleurs, c'est assez bien indiqué. Le modèle, il va peut-être falloir le changer parce qu'on est un peu schizophrénique au bout d'un moment. Si la consommation foncière qui alimentait les taxes foncières, les taxes d'aménagement doit se restreindre parce qu'on va consommer moins, comment on va financer les collectivités? Et si certaines collectivités se développent, j'entendais que certains territoires accueillent 1000 habitants par mois. Il va falloir les loger, tous ces gens. Ouais, non mais donc il faut les loger, etc. Ça veut dire qu'il y a des territoires qui en accueillent moins. Et si certains territoires, moi il se trouve que je travaille sur un territoire qui est fortement industriel, et que pour que ce tissu industriel subsiste, il est encore nécessaire qu'il se développe. On a besoin d'agréger des écosystèmes industriels. Eh bien, si ce territoire doit se développer et que d'autres, pour que celui-ci se développe moins, comment associe-t-on à la création de richesses ces territoires qui vont faire peut-être le choix de moins se développer parce que se dire, après tout, moi, ça ne sert à rien que je veuille accueillir une zone industrielle, je ne suis pas bien placé, mon contexte n'est pas le bon, et voilà. Donc cette question de la répartition financière nous préoccupe beaucoup, les directeurs généraux forcément, et donc on voit bien que le changement de modèle sera difficile parce que à chaque fois qu'on change un modèle, forcément il y a des gens qui ont tendance à penser qu'ils ont perdu quelque chose et d'autres qui ont gagné. Donc il va falloir trouver les transitions, une fois encore, là, pour que ça se passe au mieux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas continuer à rester sur un modèle figé parce qu'il ne sera pas adapté à la question de la politique des transitions dans laquelle on doit s'engager. Donc cette question financière, elle est forcément clé. Et donc l'interterritorialité qu'évoquait Virginie tout à l'heure est sans doute une partie de la réponse. Une anecdote, il y a 20 ans, les communes se faisaient concurrence pour accueillir une entreprise. L'intercommunalité a réglé ça. Puisque aujourd'hui, le développement économique, il est porté à l'échelon intercommunal. On commence à avoir des coopérations interterritoriales. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on a tout à y gagner et que la concurrence ne sera forcément pas la bonne solution.
La conclusion, Madame Voilà, la on va vice-présidente. conclure rapidement parce que nous attendons la Première ministre qui arrive. Moi, je crois qu'on a compris qu'il fallait changer la matrice. Ouais, elle arrive. Hein. Je sens le brouhaha, mais écoutez-moi encore 2 minutes. Elle n'arrive pas. Mais on arrête la... D'accord. Donc, je conclus. Je reste là-dessus. Je conclus, à savoir qu'on a compris qu'il fallait changer la matrice de l'organisation. Alors, sommes-nous prêts ou pas, mais on va continuer à travailler avec la DGCF et nous aussi en termes de gouvernance. On a compris que la matrice technique était derrière nous. Impliquer le citoyen. Et je voudrais rebondir sur l'économie, sur les finances. Effectivement, ne laisser aucun territoire sur le quai de la gare, quelles que soient les densifications qu'on arrivera à faire sur nos zones. Tout le monde n'a pas de friche, peut-être tant mieux. S'il n'y a pas de friche, il n'y a pas de fermeture non plus, peut-être d'entreprise. Mais en tout cas, il va falloir qu'on réfléchisse à ces grands équilibres grâce à l'interterritorialité. Et la notion de budget, elle n'a plus j'ai envie de dire qu'un objectif. C'est le coût de ne pas faire qu'il faut qu'on rentre dans notre budget. C'est le coût de l'inaction. C'est pas combien va coûter. Quand j'entends qu'un budget, mon budget est la moitié sur les transitions, c'est déjà pas le cas de beaucoup de territoires, mais ça doit être 100%. À nous de voir comment on change les cultures, comment on change complètement le logiciel pour arriver à ce 100%, parce que c'est pour qu'on survive. C'est pour l'anthropocène. On a détruit la planète sur laquelle on est, on doit la réparer et on doit la régénérer. On n'a absolument plus le choix. Merci à vous tous. Madame la vice-présidente, je vous laisse l'enchaînement. Mesdames et messieurs, une attaque terroriste vient de toucher la commune d'Arras et le lycée d'Arras. Un enseignant est décédé, 2 autres personnes au moins sont dans un état grave, et vous vous doutez bien que quelques secondes après avoir eu cette information, que Madame la Première ministre m'a téléphoné et que nous sommes convenus ensemble qu'il eût été au minimum décalé pour sa part, que de ne pas faire demi-tour, puisqu'elle était à quelques kilomètres d'Orléans, pour retourner là où ses responsabilités l'appellent. Que donc, bien évidemment, ne conclura pas cette plénière, comme moi je ne conclurai pas cette plénière comme je l'avais prévu. Et je pense que, d'ores et déjà, en hommage aux victimes de cet acte odieux, je vous demande de vous lever pour un moment de recueillement. Merci. Je vous dirai simplement quelques mots. Quelques mots d'abord, je pense, pour adresser toute notre solidarité à la communauté enseignante qui, une fois encore, est touchée. Je me souviens du drame de l'école aux Aratora à Toulouse. Nous nous souvenons du drame de l'assassinat de Samuel Paty. Et une fois encore, sur notre sol, la communauté enseignante, l'école de la République, l'enfance, la jeunesse, l'innocence, l'énergie, l'esprit d'ouverture, de liberté, de savoir tendre la main, car c'est ça que enseignent celles et ceux qui s'engagent dans l'éducation nationale. Eh bien, une fois encore, cet esprit-là est attaqué. Je crois qu'il est de notre rôle, à nous, élus, de redire une fois encore que nous sommes aux côtés des enseignants,
que nous sommes aux côtés des victimes, bien évidemment, et que nous serons toujours aux côtés de la République et de la force de la République. Tendre la main ne veut pas dire que celle-ci ne soit pas ferme. Tendre la main, être capable de dialoguer ne veut pas dire que nous ne soyons pas forts sur nos principes intangibles, inamovibles, de laïcité, d'ouverture, mais en même temps aussi de fermeté, d'autorité et de liberté. L'autorité défend la liberté, ne l'oublions jamais, n'opposons pas l'un à l'autre. L'autorité défend la liberté. Et mes chers amis, vous allez, après ce congrès, rentrer chacune et chacun d'entre vous dans vos territoires. Et dites-vous bien que vous êtes encore plus utiles demain qu'hier et qu'aujourd'hui. Que nos concitoyens auront encore plus besoin de votre sens de l'écoute, de votre sens de l'apaisement, d'être les élus de proximité qu'ils connaissent et qu'ils reconnaissent, qui sont capables de prendre leur peine, comme ils sont capables, comme vous êtes capables, d'accompagner leurs projets, d'accompagner leur détermination à faire en sorte que nous vivions bien dans nos villes, dans nos villages, dans nos intercommunalités. Dans le discours que j'aurais dû faire, j'aurais dû parler de l'esprit d'unité, de l'esprit de coopération qui nous a toujours animés dans cette association. Je pense qu'il y a une pertinence, non pas dans la même forme, à réinsister sur cet esprit-là, sur cet esprit de coopération qui nous anime, sur l'esprit de l'action publique qui est très fort et qui est indispensable, sur l'esprit de savoir vivre ensemble et faire ensemble, qui est sans doute encore plus indispensable dans les conditions que traverse notre pays. Alors, soyez fiers de ce que vous faites. Soyons fiers de ce que nous avons collectivement accompli à travers le mouvement intercommunal et de ce que nous accomplissons au quotidien pour servir les Françaises et les Français. Soyez sûrs que votre engagement n'est pas vain. Soyez sûrs qu'être élu de la République, c'est sans doute le plus beau cadeau que l'on puisse nous faire et qu'ont pu nous faire nos concitoyens. Et restez toutes et tous, comme nous l'avons si formidablement montré pendant ces 3 jours, des faiseurs d'union, des faiseurs d'unité, tout en étant aussi des faiseurs d'action. Je vous remercie de votre attention et pour conclure, je vous propose de chanter ensemble notre hymne national. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci.